Pourquoi la République démocratique du Congo tarde à décoller son processus de développement? Les pays disposent d'importantes ressources naturelles telles que les cuivres, les cobaltes, l'or, les coltans, les diamants, les forêts, les terres agricoles et l'eau. Pourtant, leur exploitation ne génère pas encore des retombées suffisantes capables en matière de développement économique et de réduction de la pauvreté. Dans les analyses, la corruption figure parmi les obstacles les plus persistants. En effet, cette antivaleur touche plusieurs secteurs stratégiques, notamment la gestion de finances publiques, les marchés publics, les recettes issues de l'exploitation minière, ainsi que les services administratifs. Pour un diagnostic plus large, il est clair que les défis de la gouvernance en RDC sont plutôt multiples. Nous abordons cette question avec le professeur Thierry Landou. Il est politologue et acteur de la société civile. L'obstacle majeur, en fait, quand on regarde de près, c'est que c'est lié à la gouvernance de ce pays. Depuis les indépendances jusqu'à nos jours, la gouvernance de ce pays est vraiment catastrophique. Nous le savons tous. Quand on regarde les résultats à travers toutes les provinces, évidemment, souvent les gens prennent comme modèle la province de Kinshasa, et puis on montre la ville de la Gobé, on montre la vie des nouveaux riches, mais en réalité, il faut aller dans les milieux ruraux, il faut aller à l'intérieur du pays pour voir comment les gens souffrent depuis les indépendances. C'est vrai. Nous n'arrivons pas à décoller. C'est pas une honte de le reconnaître, mais ce qui est malheureux, c'est que nous connaissons les causes, pourquoi nous ne décollons pas. Nous savons pourquoi nous sommes là où nous sommes. Mais malheureusement, malgré les changements de régime, à chaque fois, ceux qui prennent le pouvoir, ils répètent le même modèle qu'hier. Et comme si, en fait, le vrai principe qui guide toutes ces actions, c'est que A avait gouverné, maintenant c'est à moi B de prendre sa place. Et quand B prend sa place, ben, il répète le même modèle de gestion, le même modèle catastrophique de gestion. Donc, en termes de gouvernance, c'est un souci majeur. Et je crois que la véritable raison, c'est que il y a une absence réelle de culture de bonne gouvernance dans ce pays. Je parle de culture, je ne parle pas seulement de mécanismes, de stratégie. Non, je crois que c'est plus profond. C'est que nous n'avons pas une culture de bonne gestion. Nous n'avons pas une culture de contrôle ou même de demande, d'exigence de contrôle. Nous n'avons pas une culture où, en fait, ceux qui donnent, par exemple le citoyen qui produit, se permet lui aussi de demander, d'exiger des éléments de réponse sur sa production. Et on peut prendre beaucoup d'exemples à travers le pays. C'est qu'en fait, c'est pour ça que je parle même de culture, parce que je crois que c'est plus profond. On croit que c'est juste au niveau de l'État. Mais ce n'est pas au niveau seulement de l'État, c'est plus profond. Moi, je descends par exemple au niveau de la famille. La famille, c'est notre première cellule citoyenne. Et dans la famille, le contrôle citoyen, c'est-à-dire le contrôle des membres de famille, de ceux qui exercent, ou de celui qui exerce les fonctions de gestionnaire de la famille, eh bien, ce contrôle n'existe pas. Hein, nous sommes tous Congolais. Regardez les relations entre papa et maman dès qu'on parle finance. Regardez les relations entre papa et les enfants dès qu'on parle finance. Qui d'entre nous peut poser la question à son père, qu'est-ce qu'on fait du salaire dans la maison? Quelle est l'épouse qui peut poser la question à son mari, comment tu as utilisé l'argent alors que je sais que tu touches tel salaire? D'abord, en réalité aujourd'hui, quelles sont les épouses qui connaissent le salaire de leur mari? On ne connaît pas facilement le salaire du mari parce qu'en fait, il étale pas. On sait juste ce qu'il vous présente. Mais on ne connaît pas son salaire, d'autant plus que nous sommes dans un pays où il n'y a même pas d'accréditif, il n'y a même pas de document qui détaille le salaire de quelqu'un. On apprend qu'on vous a payé. Et dans les maisons, la gestion même de la maison devient difficile parce qu'on n'a pas accès à ces informations. Et c'est vrai pour la famille, mais alors tu peux l'étendre au niveau de toutes les autres institutions de notre pays. C'est que nous devons arriver à avoir cette culture où nous demandons des comptes et les autres doivent avoir cette culture où ils doivent rendre compte. La corruption et les détournements des deniers publics sont régulièrement cités parmi les principaux freins au développement du pays. Selon vous, quels sont les facteurs qui expliquent la persistance de ces pratiques à différents niveaux de gestion? Bon, évidemment, on met ça sur le dos de la pauvreté. Moi, je dis non. Parce que la pauvreté, pour moi, c'est le point de départ à partir duquel on s'élève pour devenir riche.
Ok? Je ne connais pas beaucoup de gens qui sont nés riches. À part peut-être ceux qui ont hérité de leur père, de leurs parents qui étaient des rois, des reines. Mais en Afrique, nous sommes tous sortis de familles pauvres. Donc cette pauvreté-là, on ne peut pas utiliser ça comme un prétexte pour pouvoir s'enrichir de manière inacceptable comme on le fait aujourd'hui. Mais le vrai problème, en fait, c'est quoi? C'est cette culture qui n'existe pas. Cette éducation basée sur des valeurs de redevabilité, des valeurs d'honnêteté, de sainteté, de sincérité plutôt. Nous n'avons pas cette éducation-là. Le vrai problème, c'est qu'il y a un égoïsme qui est né, et cet égoïsme a eu des ramifications même dans les familles, même dans les clans. Hein? Regardez comment on se comporte. Dès que quelqu'un est nommé, quelle est la réaction de nous tous? Ah, c'est le nôtre. Hein? On a nommé un des nôtres. Et qu'est-ce qu'on attend du nôtre? C'est que lui aussi fasse comme les autres, c'est-à-dire qu'il nous enrichisse comme les autres. Mais si vous avez un des vôtres qui dit non, on met fin à cette histoire, immédiatement après, ce gars-là, il est banni de la famille. Certains observateurs estiment que les citoyens congolais n'exercent pas suffisamment de pression sur leurs dirigeants en matière de redevabilité et de bonne gouvernance. Partagez-vous cette analyse? Pourquoi? Mais c'est vrai, nous sommes complices de ce qui nous arrive. Vous savez, quand vous êtes silencieux et que vous savez ce qui est en train de se passer et que vous avez peur de dénoncer ou vous avez même peur de donner des alertes, regardez dans nos institutions. Qui ose dire que ça ne marche pas? Tout le monde proteste. C'est l'homme congolais et il doit être transformé, il doit acquérir une nouvelle culture. Une culture basée sur les valeurs démocratiques. C'est pas impossible. Hein? Il ne faut pas non plus croire, il ne faut pas être pessimiste. Je dis, c'est pas impossible. Il y a parmi nous des voix qui s'élèvent. Il y a parmi nous des gens qui fonctionnent comme ça. La RDC est un pays immense doté d'abondantes ressources naturelles. Cette réalité constitue-t-elle un obstacle à la mise en œuvre d'une bonne gouvernance ou au contraire une véritable opportunité pour le développement du pays? Non, c'est une richesse, c'est un avantage. Le problème, ce sont les humains qui doivent pouvoir utiliser cela. Nous, on parle juste des richesses minières et tout ça, mais les richesses ethniques, cette pluralité ethnique que nous avons, c'est une richesse immense. Si nos dirigeants pouvaient se mettre cela dans la tête et oublier un peu les richesses minières, mais il y a le sol. Ce pays, demain, les richesses minières vont s'épuiser. Au rythme où on les utilise aujourd'hui, on les exploite, avec la complicité de l'extérieur et la naïveté de la plupart de nos dirigeants, ou même l'égoïsme, parce qu'en fait, ils rétrocèdent toutes ces richesses juste pour se maintenir au pouvoir. Mais je ne connais personne qu'on a laissé au pouvoir parce qu'il a rétrocédé des minéraux à gauche et à droite. On finit toujours par le foutre à la porte dès qu'on sent que son peuple n'en veut plus. Donc, le vrai problème, ce ne sont pas nos richesses. Le vrai problème, c'est la gestion de ces richesses. Le vrai problème, c'est nous. Comment nous gérons ces richesses-là? Comment nous les mettons au service de nous tous, hein, en tant que peuple, au niveau des infrastructures, au niveau du développement agricole, au niveau de l'exploitation minière elle-même? Afin d'avancer, l'opinion estime que la RDC doit poursuivre les différentes réformes qui s'imposent en s'appuyant sur les principes fondamentaux de la bonne gouvernance, à savoir la transparence dans la gestion des ressources publiques, la responsabilité et redevabilité des dirigeants devant les citoyens, l'efficacité des institutions publiques, la participation des citoyens à la vie publique et l'équité. La finalité recherchée est que les richesses nationales profitent à toutes les provinces et à toutes les catégories de la population.